Bergson et le langage, ou le langage comme inconvénient. Bergson est un remarquable interprète de la thèse selon laquelle le langage fait obstacle à la pensée. Le langage masque et déforme la réalité. Lorsque je parle de la douceur d'une chose, par exemple, j'emploie un terme général que je puis appliquer à de nombreuses autres choses, à toutes les choses douces. Or, chaque chose est unique, et unique est la douceur de chacune. Bergson définit le mot comme voile. Le mot jette sur la chose un masque, qui ne la laisse qu'à demi visible. Le langage ne dit que des généralités. Bergson parle du mot étiquette. Penser par étiquette, c'est penser par généralisation, voire par amalgame. En conséquence, la pensée et le langage deviennent hétérogènes, et même ennemis. La pensée demeure incommensurable avec le langage. Le langage n'est qu'une dégradation de la pensée, il est inapte à la traduire fidèlement. Écoutons Bergson dans son essai sur les données médiates de la conscience. Nous ne voyons pas les choses mêmes, nous nous bornons le plus souvent à lire des étiquettes collées sur elles. Cette tendance, issue du besoin, s'est encore accentuée sous l'influence du langage, car les mots, à l'exception des noms propres, désignent des genres. Et ce ne sont pas seulement les objets extérieurs, ce sont aussi nos propres états d'âme qui se dérobent à nous dans ce qu'ils ont d'intime, de personnel, d'originalement vécu. Quand nous éprouvons de l'amour ou de la haine, quand nous nous sentons joyeux ou tristes, est-ce bien notre sentiment lui-même qui arrive à notre conscience avec les mille nuances fugitives et les mille résonances profondes qui en font quelque chose d'absolument nôtre? Nous serions alors tous romanciers, tous poètes, tous musiciens. Mais le plus souvent, nous n'apercevons de notre état d'âme que son déploiement extérieur. Nous ne saisissons de nos sentiments que leur aspect impersonnel, celui que le langage a pu noter une fois pour toutes, parce qu'il est à peu près le même, dans les mêmes conditions, pour tous les hommes. Ainsi, jusque dans notre propre individu, l'individualité nous échappe. Nous nous mouvons parmi des généralités et des symboles. Chacun de nous a sa manière d'aimer et de haïr, et cet amour et cette haine reflètent sa personnalité entière. Cependant, le langage traduit tous ces états par les mêmes mots chez tous les hommes. Si le langage est incapable de rendre compte de la bigarrure et de la singularité du réel, par quels autres moyens peut-on alors exprimer sa pensée ? Dans le rire, Bergson définit l'art comme une vision plus directe de la réalité. L'art nous donne la sensation, la présence virginale et originale des choses. Pourtant, il y a bien des arts, littérature et poésie, qui emploient le langage. Le rôle paradoxal de l'écrivain consisterait alors à nous faire oublier qu'il emploie des mots, comme le bon acteur est celui qui nous fait oublier qu'il est en train de jouer. La sensibilité exceptionnelle de l'artiste de génie est due à ce qu'il voit mieux le réel. L'artiste est un voyant, dit Bergson. Il retrouve ici le célèbre mot de Rimbaud, « Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens ». Pour le commun, les choses sont ce qu'elles sont, l'être se confond au paraître. Pour Bergson, l'art permet de voir la réalité nue et sans voile. Dans la vie courante, c'est la vision utilitariste des choses qui l'emporte. Nous ne voyons que l'utilité, le profit à en tirer. C'est la commodité de la vie. Cette vision utilitariste appauvrit le réel. On voit sans regarder, on entend sans écouter. L'artiste doit rompre avec ses conventions, ses codes, ses styles conventionnels pour créer d'autres façons de vivre, d'agir, de penser, d'aimer. Pour Bergson, dont le père était musicien, la musique serait capable d'exprimer ses joies et ses tristesses les plus intérieures à l'homme. L'art consiste dans le rétablissement d'un contact direct et immédiat avec les choses. L'art est une connaissance intuitive de la vie. Illustrons cette idée avec la poésie de Francis Ponge. Dans son œuvre poétique, il se propose de saisir l'objet le plus banal qui soit dans son irréductible unicité. Dans Le parti pris des choses, 1942, il essaye de restituer aux choses une huître, un morceau de pain, une roue de bicyclette, leur dignité originelle, leur profondeur substantielle. Pour terminer, rappelons les présupposés de cette analyse bergsonienne. L'ordre de la pensée du vécu n'est pas du même ordre que celui du langage.
Bien souvent, quand nous éprouvons un état d'une inhabituelle intensité, nous arguons de cette inadéquation du langage. Il n'y a pas de mots pour dire ce que je ressens. Voyons pour terminer les présupposés de cette analyse bergsonienne. L'ordre de la pensée, du vécu, n'est pas du même ordre que celui du langage. Bien souvent, quand nous éprouvons un état d'une inhabituelle intensité, nous arguons de cette inadéquation du langage. Il n'y a pas de mots pour dire ce que je ressens. Bergson développe l'idée d'un au-delà des mots, ou plutôt d'un en-deçà, d'une fraction de la pensée qui échapperait au langage, à sa formulation. Bergson développe également l'idée d'un ineffable, d'un indicible. La partie la plus intime, la plus précieuse de nous-mêmes, se galvauderait si l'on tentait de l'exprimer par les mots. La pensée serait antérieure au langage.